Merci de m'avoir fait confiance pour vous parler ce soir de l'expérience que nous avons avec ma collègue psychologue clinicienne que je vous présenterai tout à l'heure, de groupes de parole que nous avons mis en place et d'un dispositif qui s'appelle « Parce qu'il est important d'en parler ». Donc je suis pédopsychiatre et je travaille dans ce service. Alors, c'est un partenariat qui s'est mis en place entre la Caisse d'allocation familiale d'Indre-et-Loire et le CHRU de Tours. Je donne quelques détails parce que c'est un dispositif, je crois, particulier au département, mais il peut peut-être s'envisager dans d'autres départements si l'intérêt vous touche. Et donc, la CAF a mis à disposition des moyens humains en recrutant donc par l'intermédiaire d'un appel à projet un 15% de pédopsychiatre que je suis, un 40% de psychologue clinicienne, c'est Chloé Bonneau qui est présente dans la salle, et des séances de supervision. Nous avons aussi Michel Allem qui fait notre supervision, et ce partenariat se fait avec le CHRU qui lui a mis à disposition un local dans le site pédiatrique de l'hôpital Clocheville, le soutien logistique, le téléphone, l'informatique, le matériel, les goûters, on va en reparler, et qui met aussi à disposition une cadre supérieure de santé en charge du réseau de soins palliatifs, Christiane Roy, et qui est une cheville ouvrière très importante de ce dispositif, qui existe depuis 10 ans. Il est reconduit tous les ans, donc on peut considérer que le bilan est régulièrement positif pour que les crédits nous soient à nouveau accordés. Alors, à qui s'adresse-t-il? À des enfants. Alors, nous ne nous occupons pas que des enfants qui ont à vivre la mort d'un parent par cancer. Nous nous occupons aussi d'autres décès dans d'autres circonstances, et nous occupons aussi de groupes de parole de parents ayant perdu un enfant ou d'enfants ayant perdu un frère ou une sœur. On ne va pas les mettre tous ensemble dans les mêmes groupes de parole, mais les trois situations peuvent exister. Donc ça s'adresse à un enfant qui a perdu un père, une mère, un frère ou une sœur, et donc brutalement ou à la suite d'une maladie. C'est vrai que proportionnellement, on intervient plus quand c'est brutal dans la suite, parce qu'il n'y a pas eu d'entourage en amont, et le traumatisme vécu avec cette mort inattendue et très brutale, surtout quand elle est complexe, fait que les familles vont plus s'adresser à nous. Comment ça se passe? On nous appelle, on va y revenir, mais je voulais dire d'abord que pourquoi le fait-on? C'est parce que les assistantes sociales de la Caisse d'allocation familiale qui connaissent ces situations, puisque quand il y a une personne qui décède chez des allocataires, ils changent de statut et ça se connaît tout de suite chez les assistantes sociales qui s'occupent de ce service et qui vont aller au-devant de la famille pour leur apporter une aide, le plus souvent matérielle, et qui ressentaient qu'il y avait aussi de grands besoins d'être accompagnés sur le plan psychologique, et qui ont donc lancé cet appel à projet. Pourquoi? Parce que la famille est elle-même en grande difficulté, parce qu'ils viennent de vivre la mort d'un des deux parents du couple, et ils ressentent le besoin de conseils de professionnels, surtout si, comme je l'ai dit tout à l'heure, les professionnels étaient absents avant le décès, puisque la mort n'était pas attendue. Alors, contrairement à je vais redire beaucoup de choses qui ont déjà été dites ce matin, je voulais quand même revenir un petit peu sur la notion de mort chez l'enfant, parce que même si c'est redit partout, c'est quand même important de dire qu'on ne s'adressera pas de la même manière, même si on inclura les enfants dans l'entretien familial, on ne s'adressera pas de la même manière à des enfants de 0 à 3 ans qu'à un adolescent.
Parce que chez le bébé jusqu'à 3 ans, vous le savez, la notion de mort n'existe pas. C'est seulement une absence physique du parent et l'enfant ne peut pas imaginer une disparition irrémédiable et il va se manifester essentiellement par le manque physique, l'angoisse de séparation ou autre manifestation physique à l'absence de son parent. De 3 à 6 ans, l'enfant commence à appréhender la mort, il commence à comprendre, mais il pense que ça ne lui arrivera pas et que ça n'arrivera pas non plus à son entourage dont il se sent par lequel il se sent aimé et très protégé, et il peut imaginer que la mort est réversible. D'ailleurs, c'est souvent véhiculé dans les jeux, dans les médias, et que ce sont finalement 2 états différents de la vie plutôt qu'un état définitif et irrémédiable. De 6 à 10 ans, les choses ont évolué et là, la notion d'irréversibilité est acquise. Alors, je peux dire quand même que chez les enfants qui sont confrontés plus tôt que 6 ans à la mort, ça peut accélérer le processus de compréhension. C'est pas toujours aussi clair dans les âges et ça peut commencer plus tôt quand il est confronté directement à cette question. Mais donc de 6 à 10 ans, il comprend que tout le monde va pouvoir mourir, que c'est une loi de la nature, et il commence à apprendre à gérer ses angoisses face à la mort. Et souvent, c'est l'occasion d'y être confronté quand un animal familier, par exemple, meurt, qu'il puisse y avoir un petit rituel autour de tout ça, l'occasion d'en parler. C'était déjà une première expérience, et il va pouvoir comprendre davantage les choses. Alors, à l'adolescence, c'est bien différent. Hélène Robert et Laure Joly ce matin en ont bien parlé. Effectivement, l'adolescent, il est lui-même dans un processus de séparation-individuation qui est en fait un certain deuil par rapport à la petite enfance où il est tout puissant, où tout est relativement facile, même s'il a à vivre des choses difficiles. Et l'adolescent ne va pas se comporter de la même manière que l'enfant jeune par rapport à la mort d'un de ses parents. Et il cherche en général à prendre une certaine distance puisqu'il est déjà à la recherche de cette prise d'autonomie et de distance. Et l'expression de ses émotions va être un petit peu différente et parfois assez contrôlée, voire cachée. Et on peut être un peu surpris de ses réactions, surtout si on savait qu'il avait un lien fort avec le parent décédé. Et c'est peut-être une manière de réagir pour se protéger lui-même. Et il va s'appuyer davantage sur le groupe de ses pairs, PAIRS, et qui sont le support important de son âge et éventuellement le refuge aussi pour lui de ce qu'il a à vivre de très difficile. Alors la mort d'un parent, ça a été très bien dit ce matin, notamment par Monsieur Bass, c'est vraiment un bouleversement, un traumatisme extrêmement fort vécu et imposé à cet enfant parce qu'on n'a plus le choix. Et donc, ça va entraîner un bouleversement très important qui peut, au départ, le sidérer. On y reviendra tout à l'heure. Quand on a des contacts avec ces familles-là, on ne va pas les recevoir dans le juste après, où ils sont en train de gérer des choses qui sont de l'ordre de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et ce bouleversement est évidemment une source de grande insécurité pour l'enfant, d'autant que dans le couple, en général, l'autre parent est lui-même très affecté par ce qui vient de se passer, par les conséquences qu'il réalise peut-être davantage au jour de la mort que pendant l'évolution de la maladie, sur tout ce qui va lui incomber de responsabilités, de choses à faire pour être auprès de ses enfants et les aider à traverser cette période le mieux possible ou le moins mal en tout cas. Donc l'enfant va quand même ressentir qu'il n'a plus la même sécurité autour de lui, que son parent ne peut plus prendre du temps pour le consoler, pour jouer. Il est totalement pris psychiquement par ce qui vient de se passer et pas forcément disponible pour lui raconter des histoires le soir ou aussi pour lui donner des repères éducatifs tels qu'il les avait avant. Il a quand même tendance à penser qu'avec ce qu'on vient de vivre, les petites choses du quotidien éducatif sont parfois un petit peu négligeables et c'est pas toujours
toujours très simple pour eux de remettre les limites, ou au contraire, il va les mettre de façon un petit peu accentuée parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il est irritable et qu'il supporte assez mal les choses difficiles pour ses enfants. Alors, à cela s'ajoute souvent, on n'en a pas beaucoup parlé dans les situations de ce matin, mais nous rencontrons quand même beaucoup de situations où il y a des séparations des couples, et ça, c'est aussi assez compliqué quand un enfant vit, par exemple, dans une famille et va devoir rejoindre l'autre parent. Ça va être la source de changement de repères, de déménagement parfois, et d'autres choses qui peuvent totalement le perturber et s'ajouter à tout le mécanisme d'adaptation que représente le deuil, hein, qui est un mécanisme d'adaptation à un événement de vie qu'on subit et pour lequel on n'a pas eu le choix, que ça se passe ou pas. Donc, une adaptation sur une nouvelle adaptation qui vont entraîner beaucoup de choses difficiles. Les réactions de l'enfant, on a beaucoup parlé déjà des émotions. C'est vrai que les enfants n'ont pas les mêmes manières d'exprimer leur inquiétude ou leur tristesse. Madame Landry-Daté l'a aussi très bien dit. Un enfant qui bouge beaucoup, qui pourrait être considéré comme hyperactif, est peut-être simplement très inquiet, très modifié par rapport à ce qu'il vivait dans la sécurité avant. Et c'est important de tout de suite se préoccuper de ça. Alors, dans les réactions immédiates, excusez-moi, j'y reviens un petit peu avant, on est parfois interrogé aussi très vite sur qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à l'enfant, comment lui formuler ce qui vient d'arriver. Normalement, dans les familles qui sont accompagnées avant le décès, les choses ont déjà été parlées, mais c'est pas toujours le cas quand la mort arrive brutalement. Normalement, il s'adresse pas à nous dans l'urgence parce qu'on n'est pas un dispositif d'urgence et on répond à une messagerie téléphonique, mais il arrive que assez vite on soit contacté quand même sur des questions très pratiques. Qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on l'amener voir le parent décédé? Doit-on l'amener aux obsèques, etc. Donc là, je reprendrai la phrase clé de Madame Landry-Daté, la vérité avec des mots gentils, sans en ajouter non plus. Hein. On n'est pas forcé de dire les détails d'un suicide, par exemple, quand c'est cette circonstance-là, tant que l'enfant n'en est pas arrivé à poser la question et tant que l'adulte ne se sent pas en capacité de répondre un petit peu plus précisément aux questions si elles viennent. Donc notre idée à nous, c'est surtout essayer de ne pas mentir. Donc si l'enfant pose des questions, par contre, il faut les entendre et il faut essayer de lui répondre au plus près de la vérité. S'il pose pas la question, on n'est pas forcé de tout balancer, entre guillemets, ce qui peut être une circonstance supplémentaire de difficulté, de stress et d'inquiétude. Et l'accumulation de ce stress peut conduire après à un vécu dépressif, voire une réelle dépression qui peut s'installer chez l'enfant dans la suite de ce décès de son proche. L'enfant peut ressortir aussi une certaine honte. C'est compliqué d'utiliser ce mot dans une situation qui nous touche tous et qui nous semble ne jamais pouvoir induire de la honte, mais quand l'enfant retourne à l'école, eh bien, il peut être victime de remarques de ses camarades et il peut aussi se sentir différent. Tout simplement, je me sens différent parce que moi, ça m'est arrivé. Il m'est arrivé quelque chose qui n'arrive pas à d'autres. C'est pas normal. Pourquoi c'est tombé sur moi? Et il se fait des reproches et il peut avoir d'emblée une image un peu négative. C'est pas inutile de lui redire que l'événement de la mort d'un parent, ça peut arriver à un enfant. On dit en moyenne un enfant par classe de primaire, donc c'est quand même beaucoup. Et quand l'enfant grandit, arrive en secondaire, on arrive à presque 2 dans les classes supérieures, 2 par classe. Alors évidemment, c'est une moyenne. On est toujours confronté à des enfants qui disent « je ne connais personne d'autre à qui c'est arrivé dans mon école », mais d'autres qui disent « il y en a à qui c'est déjà arrivé ». Et le but des groupes, on en reparlera tout à l'heure, c'est de leur faire partager ce vécu avec d'autres qui ont vécu la même chose.
Alors, l'enfant vit quand même beaucoup dans le présent. Il n'est pas continuellement dans son chagrin. Il peut jouer, rire, s'amuser. Il est très cash, comme disent les parents. Il en parle facilement, surtout le jeune enfant. Et ça peut aussi induire des regards parfois pesants de l'entourage que l'enfant peut percevoir comme « je fais pas bien », pourquoi est-ce qu'on me regarde comme ça, l'adolescent, bien sûr, comme l'a dit Laure, pourquoi tu me regardes comme ça, mais là, c'est aussi une réelle perception, parce qu'évidemment, l'entourage qui sait que cet enfant a perdu son parent, quand il le croise, il ne pense qu'à ça, sauf que l'enfant, lui, il a repris sa vie, et à ce moment-là, il n'est pas forcément en train d'y penser. Et puis souvent, il essaie de masquer un petit peu ses émotions négatives par rapport à l'entourage, souvent pour protéger l'adulte restant, et il peut s'enfermer dans sa chambre ou éviter que les pleurs se passe au moment où il est vu, regardé, comme le soir quand il va s'endormir, par exemple. Donc tout ça, ça peut engendrer une certaine culpabilité ou une culpabilité certaine parce que il a pu aussi, pendant les temps de la maladie, là je reviens plutôt à des enfants qui ont vécu avec le parent une maladie cancéreuse, qui a eu une fin de mort, eh bien, dans ces cas-là, l'enfant peut se dire mais j'ai essayé de vivre malgré tout, je me suis mis à distance, un peu pour me protéger. Enfin, il n'élabore pas forcément toutes ses pensées, mais il peut se culpabiliser d'avoir un peu fui la situation, d'abord pour retrouver la même chose que ses copains, faire la même chose qu'eux, et puis aussi pour se protéger de voir ce parent souffrir, se dégrader, et de ne pas avoir à le voir souffrir de cette manière-là. Il a pu même ressentir un secret désir de le voir mourir, tant il trouve ça insupportable de le voir dans cet état-là. Alors, je parle toujours de familles qui sont peu accompagnées. C'est vrai que quand il y a eu les groupes avant, quand il y a eu des occasions d'évoquer tout ça, eh bien, il y a souvent moins de choses difficiles, et on a pu mettre des mots là-dessus, on a pu provoquer des rencontres, comme ça a été bien dit aussi ce matin. C'est souvent mieux d'aller voir le parent à l'hôpital que de l'imaginer à l'hôpital, où là, l'imagination des enfants est parfois beaucoup plus péjorative que la réalité de ce qui lui arrive. Souvent, il peut aussi considérer qu'il est puni, par cette mort, parce qu'il n'a pas été facile les derniers temps, parce que son parent n'était pas disponible, l'autre parent non plus. Il a pu à ce moment-là avoir des difficultés de comportement ou de scolarité, et il peut se rendre un peu coupable de tout ça. Il peut parfois être très en colère contre son entourage ou en colère contre la maladie. Et puis, enfin, il peut aussi, alors je ne l'ai pas mis dans cet ordre-là sur la diapositive, mais il peut aussi être un peu en apparence indifférent. C'est assez fréquent que les parents disent « j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé, je lui ai dit ta maman est morte ce matin » et l'après-midi même, il a repris ses activités. Et ça, ce n'est pas forcément qu'il prépare quelque chose de particulier ou d'étrange, c'est pas une réaction anormale, c'est aussi sa réaction pour essayer de continuer de vivre. Et l'enfant est beaucoup plus dans le présent, beaucoup moins dans les projections dans l'avenir, et il évoque aussi peut-être moins spontanément les souvenirs du passé. Pour finir, comme je disais, il peut être soulagé, mais il peut aussi se sentir très isolé et très abandonné dans cette situation où il est laissé un petit peu seul à son état, pas forcément tellement interrogé par son entourage, qui craint plutôt ses réactions plutôt que d'aller les chercher et d'essayer de lui faire parler de ce qu'il ressent. Et il peut se sentir carrément abandonné, surtout si l'autre parent est lui-même très occupé par tout ce qu'il a à faire, bien sûr, et puis par tout ce qui l'occupe psychiquement. Je vous ai parlé au départ des différentes étapes de compréhension de la mort, et puis ensuite des différentes réactions de l'enfant. Dans le dispositif, on s'aperçoit aussi qu'on va expliquer aux familles, je vous redirai tout à l'heure comment, que si l'enfant à qui ça arrive à 18 mois, on va avoir pu le faire participer à toutes les discussions autour de la mort du parent, mais
Mais quand il aura 5 ans, quand il aura 7 ans, il va comprendre, de par son développement psycho-affectif et cognitif, il va comprendre d'autres choses et il pourra être amené à reparler de ce qui s'est passé. Et dans ces cas-là, comme on dit un peu vulgairement, il ne faut pas hésiter à remettre le couvert, parce que c'est pas parce qu'il en reparle que tout d'un coup, il vit ça différemment. C'est simplement parce que l'adulte, lui, il a toujours à peu près la même capacité cognitive et psycho-affective qu'au moment où ça s'est passé. Il a simplement vieilli un peu, alors que l'enfant, il a pu se transformer beaucoup. Et il est très fréquent qu'au cours des situations de vie, les nouveaux changements, les changements d'école, l'entrée en 6e, le début de l'adolescence, du mécanisme de séparation-individuation, eh bien, à ce moment-là, l'enfant peut avoir beaucoup plus besoin d'en reparler, réévoquer ce qui s'est passé. Alors, notre dispositif d'accompagnement, on nous a sollicité surtout pour des groupes de parole, mais on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire l'économie d'un entretien familial qui nous permet de savoir un petit peu où on met les pieds, où en est la famille et comment chacun a vécu ce qui vient d'arriver. Alors les appels, ils peuvent nous arriver très vite, mais en principe, on ne reçoit pas la famille immédiatement après le décès, sauf entretien téléphonique particulier pour donner quelques conseils, par exemple. Et quand nous les recevons, nous leur demandons de venir avec tous les enfants de la fratrie, avec les réserves qui ont été dites tout à l'heure. Quand il y a des enfants plus âgés, qui sont étudiants, ils ne peuvent pas toujours venir, mais même s'il y a un tout petit, c'est important qu'ils soient associés à ce temps d'entretien familial qu'on prévoit le mercredi après-midi, de manière à ce que tout le monde puisse à peu près se dégager. Les parents qui travaillent, ben souvent ils arrivent à prendre un mercredi après-midi, surtout quand on est après le décès du conjoint. Et au cours de ces entretiens que nous faisons à deux avec Chloé, et ça c'est important d'être à deux parce qu'on a besoin aussi de se soutenir, de pouvoir en reparler ensuite ensemble, et qu'ils aient en face d'eux une personne jeune, une nettement moins jeune, une manière un peu différente. Il y a un médecin, pédopsychiatre certes, mais qui peut aussi reparler un petit peu des conditions de la maladie en invitant à reposer des questions aux spécialistes, hein. On ne peut pas répondre à tout, mais qui peut quand même dédramatiser certaines choses, reprendre certains malentendus et donc au cours de cet entretien, on cherche à ce qu'il nous redonne le récit un petit peu de ce qui vient de se passer et on essaie de réexpliquer. Chacun prend la parole, chacun peut la prendre, tout le monde ne va pas la prendre, mais c'est important qu'à certains moments on puisse dire « Et toi, tu as vécu ça comment ? Où est-ce que tu étais au moment où tu as appris la mort de maman ? Qui est-ce qui te l'a dit ? Comment tu as reçu ça ?» Et ça permet d'entendre l'enfant et de l'écouter dans un entretien commun. On essaiera de prendre du temps après pour faire un entretien individuel, mais au départ, c'est un entretien commun. Et on essaie d'entendre et répondre aux questions. On essaie aussi d'identifier leur état actuel, voir un peu où ils en sont de cette période du deuil, non pas avec les références du travail de deuil millimétré à tel moment et à tel autre, mais de savoir que c'est un état, un processus de cicatrisation d'une très grande souffrance qui va se faire très longtemps dans le temps et encore plus quand il y a la rencontre avec le développement psychologique de l'enfant qui va connaître des étapes les unes après les autres. Donc on va essayer d'évaluer les symptômes en essayant aussi de savoir comment était l'enfant avant. Parce que effectivement, un enfant qui bouge beaucoup, ça sera pas pareil si on sait qu'il bougeait beaucoup depuis qu'il est à l'école ou depuis qu'il est petit, depuis qu'il est debout, que si il bouge beaucoup depuis le décès de son parent, hein. Donc on essaie un petit peu de voir quel est le changement de comportement. Toujours s'intéresser au changement de comportement qui est obligatoire, mais qui va être plus ou moins durable et plus ou moins difficile. Et on essaie de les aider en évaluant un petit peu l'état psychologique des enfants et aussi du parent qui est présent lors de cet entretien. On essaie de repérer aussi des indicateurs de risque de deuil compliqué
quelle était la situation de la famille au plan matériel, au plan géographique, au plan social. Souvent, on s'aperçoit qu'il y a des familles qui sont quand même très compliquées, avec éventuellement la séparation du couple, mais aussi un éclatement géographique important, un isolement de certaines personnes, et puis des choses qui ne favorisent pas les choses cohérentes et unies autour de cette souffrance, et qui vont rendre que cette souffrance sera parfois encore plus difficile parce qu'il y a des conflits avec la famille du parent décédé qui reproche des choses aux parents restants, notamment quand il y a des histoires de suicide ou de mort accidentelle avec certains risques qui se sont passés avant ou des choses qui n'ont pas été vues. Et pour l'enfant, ça va être carrément compliqué d'avoir à se situer entre deux familles, celle du parent restant qui essaie parfois d'être auprès de lui, mais pas toujours, et puis qui peut reprocher des choses à celui sur lequel il va désormais devoir s'appuyer. Donc pendant toute cette période, nous les aidons à parler, et vraiment c'est important d'entendre les enfants, d'entendre ce qu'ils ont à dire. Et si l'entretien, on prévoit en général 1h30, si on dépasse 1h30, on ne fera pas d'entretien individuel. Et puis c'est toujours une période un petit peu difficile de se séparer quand on a déjà abordé des choses émotionnellement très fortes avec le parent restant. Et c'est parfois plus facile de prévoir un autre entretien où on dit à ce moment-là, là on te verra toi, et on prendra le temps qu'il faudra, et avec le dessin, la pâte à modeler, les différents médiateurs qu'on pourra utiliser dans ces conditions-là. Donc, à la fin de l'entretien, on redonne aussi toujours quelques éléments de connaissance sur les différentes périodes du deuil, pour que les parents ont besoin de savoir un petit peu à quel moment je dois vous appeler, à quel moment je dois interpeller mon médecin traitant, interroger quelqu'un de mon entourage. Eh bien, on essaie de donner quand même un petit canevas de comment ça va se passer, comment la douleur va changer au fur et à mesure que le processus de deuil avance. Et c'est pas parce qu'elle va changer qu'il n'y aura plus de douleur et qu'on va faire disparaître les souvenirs de la personne décédée. Tout à l'heure, on a parlé de cette question. Est-ce que c'est le parent vivant qu'on garde? Non, ce sont les souvenirs du parent, et il faut effectivement que les enfants arrivent à l'intérioriser le plus possible. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Alors pourquoi un groupe? Je l'ai finalement déjà un petit peu dit, parce que les enfants se sentent souvent isolés, les familles aussi, et dans un groupe, tout d'un coup, ils savent que à d'autres c'est arrivé, et d'autres aussi vont venir en parler. Et ils vont pouvoir parler dans un endroit où ils seront sans leurs parents. Alors c'est différent des groupes que vous avez évoqués dans l'accompagnement en cancérologie, parce que le cadre de base, c'est de dire qu'ils seront sans leurs parents, qu'ils seront sans leur fratrie, parce qu'on s'aperçoit que quand ils sont deux d'une même fratrie, ils vont pas forcément oser s'exprimer de la même manière avec le regard du frère aîné ou de la petite sœur. Donc ils savent d'avance que dans ce groupe, les règles seront fixées comme cela, et ils vont pouvoir exprimer, partager leurs émotions. Et là, on va ressentir très fortement ce qui a été déjà bien évoqué, surtout les mécanismes du groupe qui permet que l'un puisse exprimer quelque chose qu'on n'arrive pas à dire, et à ce moment-là, on se sent rejoint dans ce qu'on aurait voulu dire, et soit on va le dire soi-même, soit on va se dire, oui, moi c'est exactement comme ça que je le ressens, et ça va faciliter, ça va amener des soulagements en pouvant projeter un petit peu ces angoisses à l'intérieur de ce groupe qui est contenant et qui essaie de leur faire partager leurs émotions. Donc, on essaie aussi de faire passer l'émotion vers la pensée, parce que effectivement, les enfants, ils sont beaucoup dans l'émotionnel, ou ils sont dans les somatisations. Ils vont souvent dire qu'ils ont mal quelque part, au lieu de dire j'ai mal parce que mon parent n'est plus là, il me manque. Eh bien, on va essayer de l'aider à faire passer l'émotion à la pensée, et c'est le début qui devrait lui permettre d'élaborer davantage les choses après la mort de ce parent.
Alors, il ne s'agit pas de dire que ça va être simple et facile et que de toute façon, le travail va se faire au niveau de la famille elle-même. C'est elle qui a à vivre ce moment-là, l'enfant lui-même a à vivre tout cela, mais on peut peut-être l'accompagner un peu pour faire que ce travail soit un peu moins douloureux, soit un peu plus mis en mots, MOTS, et lui permettre d'accéder à davantage d'élaboration et de pensée grâce au groupe. Alors, à qui cela s'adresse-t-il? Alors, on a choisi de ne pas prendre de groupe avec des enfants de moins de 6 ans. C'est le CP qui fait cut-off, parce que avant ça, ils n'ont pas, nous semble-t-il, les mêmes capacité à comprendre ce qui s'est passé. Et dans l'idéal, on souhaite que ça soit jusque 16-18 ans. Enfin, c'est possible, sauf qu'on a la réserve quand même que les adolescents ne sont pas toujours partants pour participer à un groupe de pères qui ont vécu la même chose, même si ils sont tout le temps dans d'autres types de groupes. Ils n'ont pas forcément envie d'être associés à ce type identitaire, enfin de groupe un peu d'identité d'enfants orphelins. Peut-être faudrait-il, mais ça dépend un petit peu des circonstances, on fait en sorte qu'il y ait au moins toujours deux préadolescents, qu'il y ait au moins deux, 3 jeunes qui aient à partir de 12 ans, pour qu'il n'y en ait pas un qui ait 14 ans et que des enfants entre 7 et 8 ans, parce que ça sera un petit peu plus compliqué. En même temps, c'est ce qui se passe parfois dans une famille, donc c'est pas forcément aberrant non plus. On essaie donc toujours de proposer le groupe à distance d'au moins 3 ou 6 mois du décès, et il est impératif que les enfants sachent de quoi est mort le parent disparu. La cause du décès. Par exemple, pour le suicide, il faut que le terme ait été utilisé. Le moyen n'est pas forcément connu, et ça, on peut prendre du temps. Et parfois, on va prendre du temps pour suivre cette famille jusqu'à ce que la maman arrive à utiliser des termes qu'elle va expliquer derrière. Il ne s'agit pas de balancer le terme sans l'expliquer. Et en tout cas, l'expliquer aussi à la manière dont les psys peuvent en parler, c'est-à-dire que c'est pas forcément un choix délibéré de partir, mais ça peut être une solution lors d'une période de grande souffrance où on ne trouve pas d'autre issue que celle de mourir. Donc c'est important que l'enfant soit au clair, parce que quand les autres vont en parler, si on ne lui a pas dit à lui, ça va être compliqué à gérer. Il faut aussi qu'il ait le désir de participer. On ne l'a pas toujours, parce que les enfants sont un peu inquiets, sont pas toujours très bien dans leur peau au moment où on leur propose de venir parler à l'hôpital de ce qui s'est passé. Souvent, ils se détendent au fil de l'entretien parce que ils s'aperçoivent que les psys, finalement, on peut parler avec eux, que c'est pas quelque chose qui va les rendre fous ou compliqués. Mais c'est vraiment important d'aller les chercher, parce que ils vont pas forcément accepter cette idée, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de pas. Qu'est-ce qu'on va me faire dire? On va me poser des questions. Donc, on leur explique bien qu'ils pourront parler ou ne pas parler s'ils le veulent d'emblée. Et en pratique, souvent, ils parlent. Pas toujours lors de la première et la deuxième séance de groupe, mais c'est rare qu'ils ne terminent pas sans parler. Et puis, on peut leur proposer de faire un essai aussi. Pour ceux qui sont les plus timides et les plus inquiets, on leur dit, écoute, tu viens une fois. C'est un groupe fermé, donc normalement, s'ils viennent une fois, ils vont continuer. Mais si vraiment ça ne se passe pas bien, tu peux nous le dire, et à ce moment-là, on ne fera pas de deuxième séance. En pratique, ça ne se passe pas beaucoup, parce qu'ils aiment souvent venir. Alors, le cadre du groupe, il est posé dès le départ, avec les règles de confidentialité. Pardon, je vais remettre un petit peu avant. On essaie de bien poser les règles au début du groupe. Ça sera confidentiel. On ne redira pas à tes parents ce que tu as dit dans le groupe, même si ces éléments-là vont nous permettre d'évaluer certaines choses et éventuellement donner des conseils aux parents derrière. On partira pas des mots dits par l'enfant exclusivement, et il n'y aura pas de jugement. Tu peux parler. C'est un espace de parole libre, respectueux et tolérant, et un
espace où on va essayer de contenir tout ça. Alors, ça se passe dans les mêmes locaux que les locaux de l'entretien. Ça se passe le mercredi après-midi aussi, avec 4 séances d'1h30 successives, avec une certaine progression au cours des séances. Il y a une espèce de sens quand même, de temporalité dans les 4 séances que nous proposons. Lors de la première séance, nous leur demandons d'abord de parler d'eux, qui ils sont, en quelle classe, composition de la famille. Là aussi, il faut être prudent parce que ils sont pas tous loin de là à égalité. Quelles sont leurs conditions de vie, un animal de compagnie, la raison de leur venue, mais ils sont pas forcés de donner le détail. Certains disent je viens parce que j'ai perdu un parent et ils veulent pas dire d'emblée que c'est le papa ou la maman, mais finalement après quand l'un aura dit moi c'est mon père, moi aussi, et il dira moi aussi. Donc finalement, ça va peut-être lui permettre quand même de dire les choses, mais on respecte le silence s'il le souhaite. Alors avec Chloé, on se présente aussi, comme a dit Monsieur Bass, il faut aussi redonner de l'humain, et c'est aussi la fonction du goûter. Mais alors on parle de nous, mais on parle de nous sans excès. On essaie de se cantonner à notre âge, alors que fois on fait deviner les âges. Enfin, ça fait un petit jeu, une petite complicité, et puis on parle plutôt de nos animaux de compagnie que de notre vie familiale ou autre, mais ils sont heureux quand même aussi que nous, on joue le jeu également. Lors de cette séance, on leur demande de faire un dessin et que ce dessin représente quelque chose qui est en lien avec le parent décédé. Soit un objet, soit une situation de jeu, quelque chose qu'il a vécu positivement avec le parent mort. Et ensuite, une fois qu'ils ont dessiné, on leur demande de parler de leur dessin à tour de rôle. Et c'est intéressant de voir qu'ils sont souvent très heureux de pouvoir en parler. Il faut peut-être que j'accélère. Oui, c'est ça. Bon, alors j'avance. D'accord, très bien. Donc ça va aller vite. Donc la première séance, le dessin, on parle de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu de positif avec son parent, et on s'aperçoit que ça c'est important parce que ça peut permettre que des émotions et des souvenirs positifs reprennent le dessus par rapport à ce qui était plus négatif et ce qui a été vécu dans la période de fin de vie et de décès. Donc c'est important. Ensuite, deuxième et troisième séance, on parle beaucoup des émotions, on parle de ce qui s'est passé, de la mort, comment on l'a appris, les obsèques, le retour à l'école, qu'est-ce qui a changé depuis. Donc on parle du présent et on essaie de mettre des dessins sur ces émotions, des couleurs, éventuellement une petite phrase poétique ou autre. Lors de la quatrième séance, on leur demande de parler du futur, et là, souvent, ils sont amenés à nous dire que le parent restant est en train de refaire sa vie avec une nouvelle personne, et là, il y a souvent beaucoup d'animation parce qu'ils échangent autour de ça. Et j'ai oublié de dire avant qu'il y a souvent beaucoup d'animation autour de questions existentielles et religieuses qui les concernent parce qu'ils sont confrontés à cet événement de vie qui est la mort d'un de leurs parents. Et la dernière séance, on leur demande de dessiner une espèce d'arbre de vie où ils nous représentent les personnes sur lesquelles ils peuvent maintenant s'appuyer pour envisager leur avenir et la suite de leur existence. Voilà, j'arrive à ma conclusion. Je redis des choses qui ont été quand même dites d'une certaine manière ce matin. Le dispositif d'accompagnement des enfants endeuillés et les groupes de parole doivent permettre une certaine relance d'une meilleure qualité de vie psychologique d'un enfant après le décès de son parent. Elle essaie aussi de soutenir et guider la famille, de prévenir les complications fréquentes du deuil, surtout si les émotions ont été mal verbalisées ou peu verbalisées, et aider à rompre les situations d'isolement et à reprendre un chemin de vie qui inclut la mort du parent avec toutes les ressources qu'a l'enfant, parce que ces groupes, Chloé pourrait en témoigner aussi, sont souvent très vivants, plein d'émotions positives, et on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de potentiel et beaucoup de désir de vie malgré l'événement dramatique qui vient de les secouer. Je vous remercie. Merci. D'avoir été longue.